Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec le quotidien La Croix, avec RCF et Radio Notre-Dame. Notre invité aujourd'hui est le sénateur-maire UMP de Marseille, Jean-Claude Gaudin. Jean-Claude Gaudin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marseille est au centre de l'actualité, quasiment en permanence. Nous avons eu les primaires socialistes qui ont été un peu agitées. Il y a les questions de criminalité, le plan d'urgence du gouvernement et aussi, il faut le dire, le renouveau culturel de la ville dont vous êtes maire depuis 18 ans maintenant. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. Et par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Bonjour aussi. Alors, une toute première question, Monsieur Gaudin. La note de la France a été dégradée. Le président et le Premier ministre sont à 15% de popularité. Le PIB est en recul. Notre pays est-il toujours gouvernable, Jean-Claude Gaudin ? Alors effectivement, le fait que les personnalités que vous avez citées et qui sont les puissances d'en haut, si je puis m'exprimer ainsi, vous comprendrez bien, ont menti aux Françaises et aux Français. Menti, c'est un mot fort. fort. Ils n'ont pas dit la vérité. Ils n'ont pas dit l'état dans lequel pouvait se trouver la France. Et ils ont fait miroiter toutes sortes de promesses qui, évidemment, ne peuvent pas se concrétiser. Or, dans les premiers mois, on peut dire c'est l'héritage du passé, on est habitué à ça, c'est la faute de Sarkozy, etc., etc. Puis, le temps passe, 18 mois maintenant se sont écoulés, et visiblement, ils n'arrivent pas à surmonter les difficultés, ils n'arrivent pas à convaincre surtout. Alors, jusqu'à présent, si vous voulez, je pensais qu'ils étaient, dans le cadre de la Ve République, protégés par les institutions. La Ve République, avec ses institutions, fait que le gouvernement peut faire beaucoup de bévues, de couacs, d'allers-retours, mais, ma foi, dès lors que le gouvernement dispose d'une majorité dite absolue à l'Assemblée nationale, plus difficile au Sénat, puisque nous n'avons que 6 sièges d'écart, il est clair que, normalement, les institutions protègent le gouvernement. Aujourd'hui, vous sentez... Et aujourd'hui, ça devient plus difficile parce que là où ça craquelle le plus, c'est surtout dans la majorité de M. Hollande et de M. Ayrault, avec des excès sur la gauche, avec des députés. Alors on dit, ces jours-ci, un peu partout, il pourrait y avoir un choc, un remaniement ministériel pourrait intervenir, mais avec qui ? D'abord parce que je crois que M. Ayrault, je ne suis pas un turiféraire de M. Ayrault, je crois qu'il a fait le job. Il a fait le job. Bon, je pense qu'il a fait le job, pas d'une manière agréable pour moi, il y a quelques jours à Marseille. Oui, on va y revenir. Mais peu importe. Je pense qu'il a fait le job. Par qui le remplacer ? Il y aura toujours une partie des députés socialistes qui n'ont pas encore compris que dans la Ve République, quand on a le pouvoir, il faut être soudé. Mais il n'y a plus Mitterrand, il n'y a plus Mauroy, il n'y a plus de fer. Alors c'est un grand spécialiste de la Ve République, Laurent de Boissieu, qui va vous poser la première question pour La Croix. Mais je vais revenir sur Marseille parce qu'on parlait de Jean-Marc Ayrault et le gouvernement justement a annoncé un plan en faveur de Marseille. En tant que maire de Marseille, certes vous êtes UMP, mais en tant que maire de Marseille, est-ce que vous vous réjouissez de ce plan ou est-ce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ? 3 milliards d'euros, il faut rappeler. Je trouve que tout ça a été préparé d'une manière qui n'est pas républicaine. Monsieur Ayrault, à grand renfort de publicité dans les journaux locaux et les radios, a reçu ses amis parlementaires socialistes il y a une dizaine de jours. Il s'est bien gardé d'inviter les députés ou sénateurs UMP qui existent aussi à Marseille, nous sommes 5. Bon, il n'a reçu que les socialistes. Alors ça, je dois vous dire que dans ma longue carrière politique, je ne l'avais jamais vu faire. Vous l'expliquez comment ? Parce qu'il est venu faire la campagne électorale. Après les turpitudes que ses amis politiques se sont livrés entre eux, et au vu et su de tout le monde, pour arriver à désigner un candidat. Il fallait sans doute que le Premier ministre vienne d'abord remettre un peu d'ordre dans ses rangs, et ensuite fasse des promesses. Alors pour les promesses, il est dans la ligne de M. Hollande, il en a fait 3 milliards d'euros pour faire une gare. On vient de la terminer, la gare, on a mis 10 ans pour faire la gare Saint-Charles à Marseille. 10 ans. Là, il veut une gare souterraine au même moment où la LGV, la ligne qui doit aller vers Nice, a du plomb dans l'aile. Bon, tout ça, ce sont des promesses à long terme. Alors évidemment, il y a quelques aides, subventions ou autres que nous prenons volontiers. Mais pour, vous savez,
Finalement, quand même, il m'a reçu en tête-à-tête le jour où il était à Marseille. Vous avez pu le voir, oui. Il m'a reçu pendant un quart d'heure, 20 minutes. Ça a été l'occasion pour moi de lui dire que je lui avais donné 2 coups de main. Et 2 coups de main, un peu contre l'avis de mes amis, en faisant voter au Sénat la métropole ex-Marseille Métropole, et en rééditant au retour de l'Assemblée nationale pour Paris. Je me suis même mêlé de ça. Je pensais qu'il pouvait avoir un peu plus d'élégance à mon égard. Romain Masneau, RCF. Face à l'insécurité, il y a eu, je crois, 400 postes de policiers et gendarmes créés ces derniers mois. Est-ce que c'est suffisant? On se souvient que certains responsables ont carrément réclamé l'arrivée de l'armée, comme Ségolène Royal à Marseille. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan de la sécurité? Alors, Jean-Claude Gaudin. D'abord, je dois vous dire que sous l'ancien régime, si vous voulez que je m'exprime comme ça, sous Sarko, les ministres de l'Intérieur ont apporté le maximum de policiers d'État à Marseille. 3000. Bon. Depuis, le gouvernement actuel a augmenté le nombre en policiers et en gendarmes. Le Premier ministre a dit 400. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait ça, mais peu importe. Il y a 3 compagnies de CRS, mais les Marseillaises et les Marseillais vous diront qu'on ne les voit jamais. Bon, puis il y a quelques policiers qui sont spécialistes de la filière de l'Est pour essayer d'éviter que nous soyons justement le lieu d'accueil de personnes venant sans droit ni titre dans notre pays. On y reviendra si vous me posez des questions là-dessus. Il est clair que peut-être il y a eu une légère augmentation des effectifs, mais ça ne donne pas satisfaction. Le rôle du maire, c'est de toujours demander plus de police d'État. Parce que n'oublions pas, nous sommes en République. Dans la République, la sécurité des personnes et des biens est un droit régalien. C'est l'État qui, en premier, même un sondage bidon de Libération aujourd'hui, le dit. Les gens savent que c'est l'État. La police municipale, nous l'avons augmentée autant que nous avons pu. Et là où j'ai un accord avec l'État, qui a été respecté par Manuel Valls jusqu'à présent, nous faisons de la vidéoprotection. Et nous avons installé à ce jour près de 300 caméras de vidéoprotection. Je souhaite l'étendre à tous les secteurs de la ville. Mais la ville a créé un centre de vidéoprotection qui, dans lequel il y a 38 policiers en permanence, qui marchent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et nous l'avons quasiment payé, ce centre de vidéoprotection. Donc la ville fait sa part. Voilà, la ville fait une part très importante. Ça coûtait en gros 10 millions, la ville en a apporté 7. Et pourtant Et alors, oui, mais alors la justice vous dira, le procureur de la République ou le président du TGI me disent que c'est efficace. Parce que nos policiers municipaux sont devant les écrans et ils sont en lien avec ceux qui sont dans les rues. Et même la police nationale. Et c'est ainsi qu'on peut appréhender des vendeurs de drogue, des trafiquants. Donc c'est mieux que l'armée. Bon, alors pour l'instant, on l'a fait au centre-ville et on l'étend à la périphérie au fur et à mesure. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Autre sujet d'actualité cette semaine, c'est les problèmes d'éducation. Récemment, avec d'autres maires, vous avez annoncé que vous n'appliqueriez pas la réforme Peillon à partir de la rentrée 2014. Est-ce que c'est un seul problème de coût ou est-ce que c'est aussi un peu... de ma part, ça ne peut pas être une position idéologue ou politique. C'est l'efficacité et le pragmatisme qui commandent. Vous êtes dans la 2e ville de France, 860 000 habitants. 73 000 enfants scolarisés dans nos écoles communales, maternelles et primaires. Je ne parle pas de l'enseignement privé qui existe aussi très fortement, et Dieu merci, à Marseille. Il est clair que dans 444 écoles maternelles et primaires, où on sert, par exemple, 51 000 repas un jour de classe normale, 51 000 enfants mangent à la cantine. Au passage, ceux qui paient plein pot, car beaucoup ne paient pas, ou autant, le tarif est de 3,30 €. Pour la ville, il coûte 8 € par repas. Bon, 51 000 enfants. Quand, si on applique les directives du décret de M. Peillon, les parents d'élèves nous diront, mais attendez, le mercredi, il faut aussi qu'il y ait la cantine.
Et comment résisterons-nous quand on nous le demandera? On ne pourra pas, les élus ne peuvent pas refuser qu'on ne serve pas les repas pour les enfants dans nos écoles. Par conséquent, c'est une dépense considérable. Ensuite, on nous dit, mais l'après-midi, de 15h à 17h ou 17h30, il faudra les fameuses activités. Dans 444 écoles maternelles et primaires, le nombre d'animateurs compétents, capables de faire cela, il faut quand même passer un peu une radioscopie sur tous ces gens. Bon, payer comment? Rien du tout. Et pour venir travailler 1h30 simplement dans la journée, où voulez-vous qu'on les trouve? Donc, en dehors des couleurs d'affiches de mon concurrent. Et concrètement, j'avais une question sur un autre sujet, mais concrètement, vous, en tant que maire, vous n'appliquerez pas la loi? Non, mais j'ai absolument pas dit cela. Voilà, je ne serai pas dans l'indiscipline républicaine, c'est pas mon style, c'est pas mon genre. Et on ne me prendra pas en défaut là-dessus. Je dis simplement, d'abord que M. Payon aurait peut-être pu un jour m'en parler. Il ne m'en a jamais parlé, alors qu'il veut être candidat aux élections européennes, justement chez nous. Bon, deuxièmement, nous lui montrons, avec mon adjointe au maire en charge de l'éducation, qui est une ancienne directrice d'école communale, et qui est une femme assez exemplaire, nous lui montrons dans les réunions qui ont lieu à la rue de Grenelle, toutes les difficultés pour arriver à cela. Alors, on n'est pas dans le cadre des villes riches ou pas riches, celles qui pourront payer les animateurs, celles qui ne peuvent pas. Nous sommes sur l'immensité du nombre. Bon, comment voulez-vous que nous puissions faire ça? Alors, par contre, ce que j'ai dit aussi, c'est que nos services sont en train quand même d'étudier. Nous, regardons, j'ai donné comme instruction, et l'adjointe compétente le fait, nous essayons d'essayer de comment pourrions-nous le faire. Donc il n'y aura pas de révolte à Marseille, voilà. mais non, il est pas vous travaillez sur le sujet. Bien entendu. Cependant, je suis quand même solidaire. Des 55 maires aujourd'hui, il y en aura beaucoup plus à la fin de la semaine. Et j'ai déposé une proposition de loi avec mon ami Jean-Claude Carle, qui est sénateur de la Savoie à la Haute Assemblée, co-signé par nos 132 sénatrices et sénateurs du groupe UMP, pour dire que la dépense doit être prise en charge par l'État. Laurent de Boissieu. Voilà. Depuis le début, nous parlons beaucoup de Marseille, ce qui est normal en vous recevant. Le PS et le FN ont leur candidat à Marseille. Vous êtes le maire sortant, le maire actuel. On attend, enfin, les Marseillais attendent de savoir si vous serez ou non candidat. Oui, alors, je vais vous dire. Monsieur le maire, vous repiquez? Alors, attendez. Marseille vient de vivre une période assez ahurissante de ces fameuses primaires socialistes, un spectacle minable, lamentable, largement soutenu par la presse et la télévision. Marseille n'a pas besoin d'être en campagne électorale permanente. Moi, je suis le maire. Je suis le maire et je suis maire jusqu'au mois de mars de l'année prochaine. Je fais le boulot qui est le mien, avec une équipe soudée autour de moi. Et nous nous intéressons à l'avenir de Marseille et nous essayons de régler les problèmes du quotidien. Par conséquent, je ne veux pas ajouter encore des complications. Nous n'avons pas besoin à Marseille d'une campagne électorale permanente. Vous n'êtes pas en campagne aujourd'hui? Non, je fais mon métier, je fais mon job, je fais mes inaugurations, je fais mes discours, je préside le conseil municipal, je fais le travail, je fais le boulot du maire. Vous savez, il y a 18 ans que je fais ça. Alors je m'y suis un peu habitué. Vous y avez pris du goût? Non, mais je dis à monsieur de Boissieu que personnellement, la vie politique m'a bien servi. J'ai tout eu dans la vie politique. Donc, moi, je ne suis pas à la recherche d'un poste supplémentaire, d'une consécration supplémentaire, le sacrement du suffrage universel. Mais je l'ai eu depuis tellement longtemps. J'avais 25 ans la première fois où j'ai été élu au conseil municipal de Marseille. Donc, ce n'est pas pour moi. C'est l'avenir de cette ville. Et au vu de ce qui se passe dans le pays, eh bien, je n'ai pas envie que ce soit les socialistes qui reviennent à Marseille pour faire ce qu'ils font au plan national, c'est-à-dire beaucoup de dégâts. On vous a compris, donc d'ici Noël, vous allez vous déclarer. Oui, ça, le temps viendra, nous sommes dans l'avant. Très bien. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, M. Gaudin, comment voyez-vous le rapprochement entre l'UDI et le MoDem? Une question particulièrement intéressante, parce que chez vous, à Marseille, je crois que le MoDem est contre vous. Oui. Le MoDem, en 2008, aux dernières élections municipales, le courant dans ce pays, rappelez-vous, était tout à fait en faveur des socialistes et de la gauche. Et la droite républicaine et le centre
Nous avons perdu beaucoup de mairies, mais nous avons gardé Marseille. Mais j'ai gardé Marseille avec simplement une majorité absolue, mais très courte. Moi, j'ai fait 51 sièges, et M. Guérini, à l'époque, 49. Et un Front National a pu se faufiler en me prenant un siège à moi, d'ailleurs, à 17 voix près. Vous entendez bien. Donc, il y a, au Conseil municipal de Marseille, un bloc de 51 qui s'est accru de 2 personnalités, dont un élu du MoDem, qui m'ont rejoint. Donc, au dernier budget, qui était le plus important pour moi, puisque c'était le dernier budget, j'ai eu 53 voix. Moi, j'ai conservé cette unité. Non sans difficulté, parce que les hommes sont les hommes, les femmes qui font de la politique, quelquefois, il y a des frictions, il y a des débats. Mais j'ai gardé l'unité. À gauche, 49 avaient été élus sur le seul nom de M. Jean-Noël Guérini. Et Dieu sait s'il traîne dans la boue. Et ces gens-là ont explosé. 7 communistes d'un côté, 2 MoDem de l'autre, 5 Verts originaux, et les socialistes en 1000 morceaux. Bon, et donc, voilà quelle est la situation d'aujourd'hui. Bien entendu, j'ai pu faire progresser Marseille. Et mon seul souci aujourd'hui, c'est de maintenir cette progression, c'est de préparer l'avenir, c'est d'avoir une vue pour les 20 années qui arrivent. Voilà ce que je souhaite faire. Mais il y a quand même une Et question. alors, le MoDem, mais je finis si vous le permettez, local. sur la question qui est donnée. Il y a un député européen et un de ses collaborateurs qui disent « mais nous ne voulons pas aller avec Gaudin ». Jean-Luc Benamias. Jean-Luc Voilà, Benamias. Jean-Luc Benamias dit « je veux aller à gauche ». Bon, Monsieur François Bayrou et Jean-Louis Borloo sont des gens que je connais bien. Nous avons même Depuis été longtemps. amis. Et il n'y a pas de raison que ces choses-là disparaissent. Mais moi, je suis dans mon parti, et vous savez, c'est Léon Blum qui disait « on n'a jamais raison contre son parti ». C'est Léon Blum qui le disait. Moi, je suis dans la tradition UMP, dans la famille UMP. Bon, si le MoDem veut venir avec moi, il est probable qu'un élu du MoDem viendra avec moi. Il sera accueilli comme il se doit. Si les autres ne veulent pas venir, bon, mais je vous le dis en provençal, y est ou même fouti. En clair, je m'en fous. Alors, une dernière question dans cette première partie de Face aux chrétiens, une question cruciale pour les alliances, Laurent de Boissieu. Oui, comme vous l'avez dit, le mode de scrutin à Marseille, comme à Paris ou à Lyon, fait qu'il peut y avoir, au niveau de la municipalité de Marseille, il n'y a pas de prime majoritaire, il peut y avoir une égalité presque parfaite, en gros, entre la gauche et la droite, et le FN en arbitre. Est-ce que dans cette configuration-là, vous préférez un accord technique de gestion avec le PS ou avec le FN? Alors, permettez-moi de vous dire, difficile Laurent pour de vous. Boissieu, nous n'y sommes pas. Je peux vous dire ce qui s'est passé dans 3 municipalités que j'ai présidées. Dans la première, il y a 7 ou 8 élus du Front National. Ils m'ont rendu la vie intenable, bien entendu. Dans ma deuxième municipalité, il y a 0 du Front National, mais 3 de Maigret. Et C'est pas très loin quand même. Bon, ils ont disparu. Bon, et dans la troisième municipalité que j'évoquais à l'instant même avec votre éminent collègue, il est clair qu'il y en a eu un seul. Bon, qui soulève toujours un peu des tempêtes lorsqu'il s'exprime, mais je le laisse quand même s'exprimer. Il me semble que c'est un devoir réel de la démocratie à l'intérieur. Donc, s'il y a une situation d'arbitrage... Alors, eh bien, nous verrons. Vous savez, j'ai présidé la région... Rien, donc y compris un accord technique avec le FN ou avec le PS? Non, rien avec le FN, c'est pas possible. Voilà, ça n'est pas dans nos convictions. L'UMP a tranché ce problème il y a un certain nombre d'années. Nous ne ferons rien avec le Front National. Maintenant, je vais vous dire, hein, le candidat socialiste, de la manière dont il s'exprime régulièrement, et même à mon égard, j'aime autant vous dire que j'en aurais peut-être préféré d'autres de candidats socialistes que ce tonitruant personnage qui apparaît, je vais vous le dire, Laurent de Boissieu, comme le plus ancien des membres du personnel politique de Marseille. Vous pourriez trouver des partenaires au-delà de cette personnalité qui est je sais pas, on me dit qu'il y aura une liste des radicaux de gauche, on me dit qu'il y a différentes listes. Moi, ma liste, elle ne changera pas entre les 2 tours. Eux vont avoir quelques problèmes. Et mon concurrent socialiste désigné, celui-là, c'est le plus ancien d'entre nous, c'est le plus archaïque. Il a les méthodes que l'on avait il y a 50 ans. Délation, mensonge, agression permanente et méchanceté.
Bon, mais quand vous additionnez tout ça, ça donne guère envie de faire quoi que ce soit. Très bien, nous scruterons donc avec une grande attention les prochaines élections municipales à Marseille. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens et nous retrouvons dans quelques instants notre invité, le sénateur-maire UMP de Marseille, Jean-Claude Gaudin. À tout de suite. Retour sur le plateau de Face aux Chrétiens pour cette nouvelle édition avec le sénateur-maire UMP de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui est interrogé par Laurent de Boissieu pour le quotidien La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux Chrétiens. Alors face à la fronde persistante contre l'écotaxe, est-ce qu'il faut que le gouvernement supprime tout bonnement cette taxe, purement et simplement, ou qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'on peut la moduler selon les régions? Est-ce qu'on peut exonérer certains véhicules? Voilà, quelles sont les issues possibles? Ça se passe comment chez vous, Jean-Claude Gaudin? Alors, il y a peu de portiques. Jusqu'à présent, il y a eu une manifestation qui s'est déroulée plutôt du côté de l'étang de Berre et vers la ville de Martigues. Bon, nous ne sommes pas dans la situation de la Bretagne. Mais je vous disais au début de mon propos, les mensonges qui ont été tenus. Et on va arriver à l'écotaxe, si vous voulez. La politique économique et financière de François Hollande, ce sont des contradictions permanentes. Alors, discours et mesures fiscales qui sont tout à fait contradictoires. Sur la fiscalité immobilière, sur la fiscalité des entreprises, sur la TVA, je vous ai noté les rétro-pédalages incessants. Hein, sur la fiscalité des frais de scolarité, sur la taxe, sur l'excédent brut d'exploitation des entreprises, sur l'écotaxe, sur la baisse de la TVA à taux réduit, sur la hausse de la taxation de l'épargne. Alors effectivement, quand il y a eu l'écotaxe, il y avait eu un accord général, parce que c'est déjà ancien. Et parce qu'à ce moment-là, la crise n'avait pas frappé aussi fortement qu'aujourd'hui. En 2009, il y avait déjà... Voilà. Eh bien, à partir du moment où le gouvernement... pour en sortir, tente une reculade. Allez, c'est pas la défenestration de Prague, ni la reculade d'Olmütz, mais qu'il aille jusqu'au bout et qu'il supprime. Merci pour votre culture historique, mais donc vous appelez à la suppression de l'écotaxe. Oh, moi, je pense qu'effectivement, du côté de l'UMP, les choses sont dites clairement par nos amis parlementaires bretons. Alain Baron. Oui, il y a un autre problème humain grave qui touche toutes les grandes villes. Je pense que c'est le cas à Marseille, c'est l'accueil des Roms. Monseigneur Pontier, que vous connaissez bien, a tenu un discours... Archevêque de Marseille. Archevêque de Marseille, a tenu un discours d'accueil face à ces populations. Comment vous gérez ça, vous, concrètement? Alors, j'ai mis 15 ans dans cette ville pour supprimer les bidonvilles. Et j'y étais arrivé. Puis voilà que maintenant, depuis 2-3 ans, on voit arriver ces populations. Parce que nous sommes dans la deuxième ville de France, parce que je suis un démocrate chrétien, avec une municipalité qui s'inspire globalement de certaines idées qui sont exprimées aussi par l'Église catholique. Je ne vais pas aller vous dire jusque dans l'Évangile, parce que c'est terriblement difficile à appliquer et que ce serait prétentieux de ma part. Mais nous sommes dans une tradition démocrate chrétienne qui s'était manifestée dans ce pays, et notamment avec Marc Sangnier, le Sillon, avec des hommes comme Paul Mélisant à Marseille. Enfin bref, je ne vais pas vous faire l'histoire de Marseille, mais je suis capable de le faire. Forte. Bon, nous avons donc eu ces Roms qui arrivent et qui s'installent. Par le SAMU social de la ville, nous essayons de les traiter avec beaucoup d'humanité. Vous savez que mon adjoint qui s'occupe de ces problèmes-là, c'est le docteur Michel Bourga. Vous savez que son fils avait été assassiné à la sortie d'un collège catholique par un petit Français, mais d'origine marocaine. Le Pen avait tenté de nous mettre la ville à feu et à sang. Dieu merci, il n'était pas arrivé. Cet homme passe sa vie à aller dans les collèges et les lycées, dire aux jeunes qu'il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Et c'est cet homme-là qui, à Marseille, est en charge du SAMU social, qui est en charge d'essayer d'avoir une politique d'accueil, autant qu'on peut le faire des Roms, dans des circonstances acceptables. Parce que pourquoi y a-t-il une révolte? C'est que là où s'installent les Roms, bien entendu, il y a des Marseillais autour. Et ces Marseillais ne supportent plus cela.
Et ils auraient même tendance à me prendre à témoin en me disant « mais il faut les évacuer, et il faut les évacuer brutalement. N'hésitez pas à aller devant les tribunaux. » Mais vous savez que quand on va devant les tribunaux, il faut sacrément préparer le dossier. Car devant un tribunal, la première chose qu'on vous demande, c'est le nom de ces Roms. Nous ne les avons pas toujours. C'est leur adresse. Par nature, ils n'en ont pas. Il faudrait qu'ils aient des papiers, mais ils n'en ont pas, ils sont en situation illégale. Et il faudrait que les gens qui protestent autour ne se contentent pas de le dire sur des télévisions, mais les manifester par écrit. Or, nous avons très peu de réclamations écrites. Les gens préfèrent se rassembler, quitte à mettre le feu, surtout lorsque des élus irresponsables les incitent un peu à le faire. Bon, alors, la position de la ville, c'est effectivement d'essayer d'apporter aide et d'assistance, mais d'essayer aussi de faire en sorte que le plus vite où ils peuvent partir et rejoindre leur pays, cela soit fait. Mais lorsque l'archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier, ouvre des bâtiments diocésains pour accueillir des familles, pour favoriser leur intégration, vous le soutenez dans cette démarche ? J'ai prévenu Monseigneur l'archevêque au moment où il m'a informé qu'il allait faire cela, en me disant c'est temporaire, c'est pour quelque temps. Bien entendu, là où il a ouvert des locaux occupés par des Roms, ben, ils y sont toujours. Voilà. Vous le déplorez ? Je déplore. C'était sans doute pas l'accord que les dignitaires religieux de Marseille avaient passé avec ces gens pour les dépanner, pour apporter aide et assistance dans la générosité. Voilà. Marseille est une ville où le maire a toujours voulu de la générosité, de la fraternité. Bon, nous avons Marseille-Espérance. Nous avons un dialogue permanent. Il y a le respect des communautés qui existent dans cette ville. Mais quand je dis cela, je ne suis pas sûr qu'électoralement, d'ailleurs, ça me profite. Parce que la haine, l'exclusion, la différence avec les autres, ça se traduit aussi par des votes. Et vous savez que les estimations disent que ce sont des votes très importants. Mais ce n'est pas ma thèse. Voilà, et je résiste à ça. Alors, évidemment, l'Église me pousse toujours à en faire un peu plus, quoi. Voilà. Laurent de Boissieu, La Croix. Monsieur Gaudin, vous êtes issu de la famille libérale, CNI, Parti républicain, démocratie libérale. Cette famille-là a toujours été pro-européenne. Une partie de votre parti, l'UMP, veut remettre en cause l'accord de Schengen, c'est-à-dire de libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Notamment, il ne veut pas que la Roumanie et la Bulgarie entrent dans Schengen. Quelle est votre position là-dessus ? Mais bien entendu, parce que c'était les phrases de Michel Rocard, je n'ai pas besoin de vous les citer, mais dans la situation dans laquelle nous sommes... Là, on parle à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà, mais même à l'intérieur de l'Union européenne, il faut des contrôles un peu plus stricts. Il faut éviter que toutes nos villes, parce que vous me parlez de Marseille, et c'est normal, puisque je suis là, mais vous savez bien que Mme Aubry a les mêmes difficultés à Lille. Vous savez bien que M. Collomb les a, et mon ami M. François-Noël Buffet, le maire de Oullins, qui a dû prendre des décisions aussi. Donc nous ne voulons pas, effectivement, même si à Marseille nous sommes un lieu de passage, nous sommes ouverts vers la Méditerranée, etc., nous ne voulons pas non plus recevoir de toutes sortes de gens qui sont en situation... Donc il faut revoir Schengen. Voilà. Et donc, effectivement, il va falloir profiter des élections européennes. C'est vrai que nous sommes des Européens, tout le monde a beaucoup progressé. Les centristes, vous faisiez allusion à ma position personnelle, centriste, libérale, etc. Nous avons toujours été très favorables à l'Europe. Nos amis gaullistes, beaucoup moins. Il leur a fallu un long apprentissage. Si vous voulez rétablir des frontières au sein de l'Union européenne, vous rejoignez une position plus gaulliste que libérale. Oui, mais afin, dans une période aussi difficile sur le plan économique pour nos concitoyens, de donner quelques signes. Vous savez que nos concitoyens au sud de la France, par exemple, ne supportent pas Bruxelles. Bon, ne supportent pas les contraintes de Bruxelles, ne les comprennent pas. Et par conséquent, nous ne voulons pas récupérer toutes celles et tous ceux qui pensent qu'ils vont trouver un Éden extraordinaire en venant chez nous. Romain Masneau, RCF. On parlait des européennes, justement, la semaine dernière, lors de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes. Monseigneur Pontier s'est inquiété d'une possible montée des extrêmes lors des prochains scrutins de 2014. Est-ce que vous sentez, vous, cette vague populiste monter ? Oui, effectivement. Je vous précisais quelle était ma position politique, personnelle, partagée par mes amis à la municipalité. Ça ne nous échappe pas que le Front National monte. Mais ça ne m'inquiète pas outre mesure, parce que nous avons connu
des périodes où le Front National était encore beaucoup plus haut que ce que les sondages l'estiment aujourd'hui. Un Le Pen a fait 40%. Oui, à Marseille, un Le Pen a fait 40%. Le problème, c'est qu'à l'époque, même mon ami fraternel, Pierre Méhaignerie, il disait « Oh là là, ne nous en occupons pas, c'est un abcès qui est au sud de la France. » L'abcès, aujourd'hui, il n'est pas qu'au sud de la France. Toute la France. Bon, et à ce moment-là, il a bien fallu que nous ayons des positions. Nous ne pouvons pas être en accord avec les thèses de Madame Le Pen. Sur rien. Ni sur l'Europe, ni sur l'euro, ni sur la sécurité. Sur rien. Voilà. Et par conséquent, à Marseille, évidemment, les partisans du Front National exaspérés par les règlements de compte brutaux, mortels, sur fond de drogue, sur trafic de drogue, exaspérés par tout ça, auraient tendance à dire « Mais regardez, mais nous avons Monsieur Mazenot, nous avons déjà vécu cela, nous. Nous avons eu une municipalité Front National à Toulon. Nous en avons une à Marignane, nous en avons eu une à Orange, c'est un peu différent, mais à Vitrolles. L'échec, au bout du compte, a été total. Et vous avez eu des vice-présidents FN. Quand vous présidiez la région aussi, vous aviez ouvert votre exécutif. Monsieur, si vous me faites remonter sur 8 vice-présidents, il y avait 2 FN. À la préhistoire, oui, parce que c'était une autre affaire. C'était en 1986. Et en 1986, je venais de gagner, j'avais une majorité relative, et les personnalités qui étaient dans cette formation politique, c'était des gens qui étaient tous venus de la droite républicaine, ou même un grand journaliste comme Gabriel Domenech, du mouvement républicain populaire. J'étais assez proche d'eux. Je l'ai fait pendant 6 ans. Et je ne regrette pas ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait des collèges, j'ai fait pas des collèges, j'ai fait des lycées, j'ai fait l'autoroute, enfin, etc. Quand, en 92, j'ai appris que M. Le Pen viendrait lui-même, avec M. Maigret, j'ai dit, je ne le ferai plus. Et je m'y suis tenu. Et j'ai battu et M. Le Pen et M. Tapie, subsidiairement. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, on a célébré en début de semaine là, la fin de la guerre de 1914-18, et on a l'impression que cette mémoire disparaît un peu dans les jeunes générations. Vous qui avez été prof d'histoire, qu'est-ce que vous dites aux jeunes? Alors, je pense que chaque année, voyez-vous, quand arrive le 8 mai ou quand arrive le 11 novembre, nous faisons venir une classe d'un lycée, d'un collège, assister aux cérémonies. Et le 8 mai, je reçois, le 11 novembre, les anciens combattants vont à la préfecture, donc je ne le fais pas à la préfecture, mais le 8 mai, à la mairie, quand la cérémonie est finie, j'ai une discussion pendant 1 heure avec les jeunes qui sont venus assister. Je leur offre un bouquin d'histoire sur Marseille, et puis ça me permet de parler un peu avec une jeunesse où je n'ai plus tellement l'occasion de leur parler tous les jours. Alors, est-ce que ça leur parle, 14-18? Quand même, oui. Quand même, oui. Parce que cette guerre interminable, cette guerre terrible, affreuse, qui partout, sur des monuments, interpelle quand même les gosses. Voyez-vous, à Marseille même, moi j'ai un de mes oncles qui est mort aux Éparges. C'est 1915. À Marseille, il y avait un député qui était maire d'Allo, Frédéric Chevillon, qui est mort aux Éparges. Et le hasard de ma première élection à l'Assemblée nationale a fait que je suis tombé sur le siège, puisqu'il y a toujours une médaille sur ceux qui sont morts dans nos guerres. Je suis tombé sur le siège de Frédéric Chevillon. Et quelques années après, c'est un autre député de Marseille, mon ami Jean Roita, qui a occupé ce siège aussi. Bien sûr que la mémoire est importante, elle est importante partout. Et donc, vous savez qu'il y a des voyages qui sont organisés, même par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, chaque année à Auschwitz aussi, dans un autre cadre. Donc ça n'est pas perdu. Voilà, et puis c'est le rôle des enseignants. J'ai enseigné l'histoire et la géographie 15 ans. Hein. Il me reste encore quelque chose. C'était dans une autre vie. Romain Mazenot, RCF. Ouais, peut-être juste en un mot, est-ce qu'il faut réhabiliter les fusillés pour l'exemple de 14 Alors, ça mérite quand même qu'on s'y intéresse de très près pour savoir comment les choses ont été faites, et ça mérite quand même un travail d'historien. Vous savez que le Parlement, le Conseil constitutionnel n'aime pas que le Parlement qualifie l'histoire.
C'est le travail des et historiens. que nous avons eu, notamment sur l'affaire de la négation du génocide de 1915, exercée par la Turquie sur les Arméniens, nous avons fait plusieurs initiatives qui n'ont pas réussi. Une seule, nous sommes arrivés sous Sarko à faire repasser une loi de Mme Valérie Boyer, que le Conseil constitutionnel nous a censurée. Hein, dans la tradition, ça n'est pas au Parlement de qualifier l'histoire. Laissons aux historiens le soin de nous faire des propositions sérieuses. Monsieur Gaudin, vous avez évoqué tout à l'heure Marseille-Espérance. On a le sentiment que les relations entre les chrétiens et les musulmans ont une fâcheuse tendance à se tendre en divers lieux de France aujourd'hui. Comment vous sentez les choses chez vous aujourd'hui? Alors, d'abord, lorsqu'il y avait eu les tours de New York qui se sont effondrés, nous avons fait une grande manifestation dans l'église dite des Réformés, mais qui n'a rien à voir avec le protestantisme, au sommet de la Canebière. L'archevêque était là, c'était Monseigneur Panafieux à l'époque, moi-même j'étais là, et quand l'imam, Monsieur Damani, est arrivé, je me suis précipité vers lui pour aller moi-même l'accueillir, pour bien montrer qu'on ne faisait pas, qu'on n'assimilait pas les musulmans au terrorisme. Je m'efforce de faire cela à Marseille. Vous êtes entendu? C'est pas facile. Alors, existe Marseille-Espérance. Ça n'est pas moi qui l'ai créé, c'est mon prédécesseur. Marseille-Espérance, qu'est-ce que c'est? C'est la réunion de tous les dignitaires religieux qui, lorsque se passent des événements très graves, se concertent entre eux, vont rédiger une déclaration et ils vont la porter au maire. Et nous avons cette discussion d'abord dans mon bureau interne, et ensuite nous sortons de mon bureau dans la salle d'honneur de la mairie de Marseille, et là nous parlons ensemble. Le maire fait une explication, et un dignitaire religieux le fait aussi. Et là nous parlons à la presse. Une fois par an, il y a un gala. Alors, tout au long de l'année, il y a des colloques, il y a des réunions, il y a des échanges. Le dialogue reste constant. Voilà, tout au long de l'année, la mairie aide. Voilà, la mairie de Gaudin. Ça m'étonnerait qu'avec un autre, ça se fasse. Voilà. Mais la mairie de Gaudin aide. Elle aide tellement d'une manière substantielle qu'un jour, Juppé m'a demandé comment il pouvait faire. Il m'a dit, tiens, arrive Jean-Pierre Ricard. Jean-Pierre Ricard, c'est un de mes amis de jeunesse. Le cardinal Ricard, le qui est cardinal, marseillais lui aussi, archevêque de Bordeaux. Voilà, c'est un de mes amis. Et Jean-Pierre Ricard, le cardinal archevêque de Bordeaux, a suggéré au maire de faire pareil. Et le maire m'a téléphoné pour savoir combien ça coûte. Quand je lui ai dit combien ça coûtait, il n'a pas fait. Pourtant, ça n'a pas de prix. Voilà, eh bien, me semble-t-il, mais enfin, moi, je fais l'effort. D'autres ne le feraient sûrement pas. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens, et puis nous poursuivrons notre dialogue avec notre invité d'aujourd'hui, le sénateur-maire UMP de Marseille, Jean-Claude Gaudin. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, le sénateur-maire UMP de Marseille, Jean-Claude Gaudin, qui est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui ouvre le feu de cette dernière partie de Face aux chrétiens pour Radio Notre-Dame. Oui, Monsieur Gaudin, on connaît votre position sur la loi Taubira qui a été votée au printemps dernier. Est-ce que vous avez été déjà confronté personnellement à une demande de mariage homosexuel dans votre bonne ville de Marseille ? Et quelle a été votre réponse? Est-ce que vous célébrez? Alors, personnellement, je n'ai pas été sollicité parce qu'on ne marie pas à la mairie centrale. On marie dans les mairies de secteur. Et dans les mairies de secteur, nous en sommes à une vingtaine d'unions qui ont été célébrées, en gros. Toujours par des adjoints au maire, de telle manière à ce que la loi soit respectée. Mais vous savez, si vous me faites faire un regard dans le rétroviseur, nous avons fait 60 heures de débat au Sénat contre la loi de Mme Taubira. Nous aurions aimé que le gouvernement, peut-être, prenne en compte ce que nous disions. Et, pardonnez-moi de vous dire ça, mais c'est ce que je pense au fond de mon cœur. Il y aurait eu Mitterrand, mon roi de fer, ils auraient profité de ce que nous proposions au Sénat pour saisir l'occasion. Eux avaient marqué le point vis-à-vis de leurs électeurs, vis-à-vis, disent-ils, de la jeunesse, je ne suis pas sûr que ce soit vrai, de dire nous sommes favorables à ça. Nous,
comme nous avions été échaudés dans le Pax, nous avons dit, nous serions d'accord pour une union civile. Mais, je vais vite, hein, nous ne voulons pas le mot mariage. Le mot mariage, pour nous, c'est pas qu'un mot, Dieu sait si on nous l'a dit dans les débats. Nous, le mariage, c'est une institution, c'est une tradition, c'est un respect de la vie familiale, c'est pour procréer. Bon, voilà ce que nous voulions, disons, on accepte une union civile. Le gouvernement ne l'a pas voulu. C'était une faute politique? Je pense que oui. Ça veut dire qu'il ne s'était pas rendu compte de la fracture que le gouvernement socialiste et M. Hollande provoquaient dans le pays, parce que dans notre pays, il y a quantité de gens qui ne sont pas favorables à ce mariage pour tous. Et donc, la seule petite faute que nous avons subie au Sénat, après 60 heures de débat, c'est que le président Bell, qui d'ordinaire... Président socialiste. Voilà, président socialiste, d'ordinaire très calme, n'intervenant que rarement, là... à un moment donné, dit, mais maintenant, il y a 60 heures qu'on a débattu, tant de jours, etc. Il y avait 2 orateurs là qui voulaient s'inscrire, ils ne se sont pas inscrits, on passe au vote. Et à main levée, il fait voter la Haute Assemblée. C'était un coup de force pour vous? Oui. Immédiatement, ma collègue Catherine Troandelet, qui est sénateur du Haut-Rhin, bondit en disant, mais ça, c'est pas possible. Nous voulons un scrutin public. Mais je dois vous avouer que nous ne l'avions pas demandé. Car la tradition, c'est qu'on attend la fin des orateurs pour déposer la demande de scrutin public. Les centristes ne l'ont pas fait, nous ne l'avons pas fait, et la gauche qui s'était mis d'accord avec le président Bell ne l'a pas fait. Alors, ce que nous avons demandé au président Bell et obtenu, hein, c'est que, vous pensez bien que dans mon groupe, 132 sénatrices et sénateurs, j'avais demandé par écrit comment chacun voulait voter. Et nous avons demandé la publication au journal officiel du vote de chacun. Dans mon groupe, il y a 3 sénateurs qui ont voté pour le mariage pour tous, et il y en a 4 qui se sont abstenus. Tous les autres, nous avons voté contre. Voilà. Mais on m'a un peu reproché cela. Voilà, on m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait le scrutin public? Donc vous avez été pris de court. On a été pris de court. Nous aurions dû être plus attentifs à cela. Et par conséquent, cependant, Le Figaro avait publié intégralement la liste de ceux qui avaient voté pour, contre ou abstention. Et nous l'avons demandé au journal officiel. Et là, le président du Sénat avait accepté. Ça a été fait. Laurent de Boissieu, La Croix. Pour revenir sur l'UMP national, donc vous êtes maire de Marseille, mais aussi un des hauts dirigeants et un des fondateurs. Comment voyez-vous aujourd'hui l'état de l'UMP? On a l'impression que l'UMP n'a pas de leader. On a l'impression que l'UMP, finalement, est toujours nostalgique, orpheline de Nicolas Sarkozy. Et est-ce que vous pensez que vous l'avez appelé Sarko tout à l'heure de façon amicale, bien sûr, de votre part? Est-ce que c'est encore une personnalité qui, en 2017, pourrait être le candidat de l'UMP? Oh, je pense que vous lui poserez directement la question à un moment ou à un autre. Vous avez un avis? Je pense que oui. La situation actuelle, bon, nous avons eu à souffrir beaucoup de cette rivalité qui s'était créée il y a 1 an après nos élections et la contestation à l'époque de Jean-François Copé. Je peux vous dire que Jean-François Copé, comme on dit, et c'est vos habitudes aussi de parler aussi nettement que moi, il fait le job. Hein, il assume la présidence d'un parti, et assumer la présidence d'un parti, ça n'est pas simple, ça n'est pas facile. Moi-même, j'ai présidé pendant 10 ans à l'UMP, depuis la fondation de l'UMP, la commission des investitures. C'est-à-dire que tous les dossiers des députés ou des sénateurs sont passés dans mes mains. Bon, aujourd'hui, l'accord est intervenu avec François Fillon. François Fillon a servi notre pays. Il a été un Premier ministre exemplaire avec Nicolas Sarkozy, sans qu'il y ait jamais de bagarre, alors que de l'autre côté, il semble s'organiser des bagarres. Et le choix éventuel d'un changement de Premier ministre, ça n'est pas aussi simple que ça pour celui qui préside la République aujourd'hui. Bref, aujourd'hui, notre mouvement est un mouvement qui est en marche. Et quoi qu'on en dise, même si Mme Le Pen parle de l'UMPS, il est clair que nous nous préparons pour l'alternance. Il est clair que des hommes comme Hervé Mariton, Bruno Retailleau, sont des hommes qui animent la réflexion permanente dans notre parti. Nous faisons des colloques surtout, même quand on veut nous l'interdire, sur la laïcité.
Hein, sur la laïcité, il y avait de quoi dire. Et on pourrait même rappeler qu'avant la loi de séparation de l'Église et de l'État, il y avait eu la loi sur la confiscation des biens, la sécularisation. L'historien remonte à la surface. Voilà, la sécularisation des religieux et des religieuses. Quand M. Clémenceau envoyait au préfet la lettre en disant « Et vous pouvez aller vérifier jusque dans les tabernacles. Vous ne m'auriez jamais fait voter ça, moi. » Donc l'UMP est en train de ressusciter pour rester dans le même registre. Même pas ressusciter, oui. L'UMP se remet d'un choc politique que nous avons eu. Nous avons perdu la présidentielle, de peu, mais nous l'avons perdu. Nous perdons les élections législatives. Bon, nous perdons la présidence du Sénat et la majorité au Sénat, même à 6 sièges près. Et même si nous mettons un peu en difficulté le gouvernement aujourd'hui, parce qu'il nous arrive d'avoir des alliés inattendus. Sur les retraites notamment. Sur tous les sujets, le PLFSS, ça se fait ce matin. Sur la sécurité sociale, ça sera pareil. Donc, tout va bien à l'UMP, mais vous n'avez pas de présidentielle. Non, attendez. Le candidat à la présidentielle. Oh là là, on en a que trop. Trop. On en a que, mais bien sûr, on en a que trop. On a 5-6 amis qui aimeraient se lancer, puisque nous avons décidé que nous ferions aussi des primaires. Même si si Nicolas Sarkozy revient, doit-il se présenter à la primaire? Alors, je pense que oui, je pense que c'est lui-même, j'ai en mémoire ses déclarations quand nous allions prendre le petit déjeuner avec lui, ses amis, à l'Élysée le mardi matin, qui disait si un jour il faut faire des primaires, je participerai à ces primaires. Et d'ailleurs, vous savez, les militants de notre parti, les sympathisants de notre parti voteraient largement pour lui aujourd'hui. Voilà. Mais il y en a d'autres. Il y a toute une génération d'hommes nouveaux. Il y a Xavier Bertrand, il y a Bruno Le Maire, il y a des hommes. Vous avez trop de candidats. Il y a François Baroin, il y a quantité de gens qui sont susceptibles d'exercer un rôle. Moi, mon rôle, si vous voulez, étant donné que je suis au Sénat maintenant depuis longtemps, mon rôle est plutôt un rôle de sage, d'essayer de faire sage ou de parrain, que Jean-Claude nous Gaudin. ne... Non, l'expression ne me convient pas. Je suis le parrain d'un enfant de mon ami Pascal Clément. Voilà, ça c'est clair. On arrive bientôt au terme. Voilà, de cette mais édition, c'est vrai que là, il y a aussi risque de dérapage dans cette multitude de candidats, mais l'UMP est un parti de gouvernement. Et nous voulons regagner et un jour revenir à la direction des affaires de notre pays. Une dernière question de Alain Baron, Radio Notre-Dame. Dans cette reconquête que vous appelez de vos voeux, est-ce que vous pensez qu'il est possible de reconquérir assez vite le Sénat, dès le prochain renouvellement? Tout dépendra des élections municipales qui vont se dérouler maintenant, bien que c'est passé tout à fait inaperçu. Depuis que les socialistes sont là, ils nous ont changé tous les modes de scrutin. Ils ont changé le mode de scrutin cantonal avec une idée ahurissante. Il va y avoir d'énormes cantons avec 2 conseillers généraux, un homme, une femme. Une femme, oui, la parité. Voilà, c'est pas le mariage pour tous, là. Voilà. Et ils ont changé le mode d'élection au Sénat. À partir du moment où on nous met au Sénat la proportionnelle à partir de 3 sièges, c'est nous qui perdons d'un coup une bonne dizaine de sièges. Donc, rassurez-vous, au-delà des grandes déclarations d'intention, ils se sont aussi préoccupés des petits boulots. Une dernière question, Jean-Claude Gaudin, avant de terminer cette édition de Face aux chrétiens. Le monde politique et médiatique... C'est médiatique... dommage que ça ne dure pas plus longtemps. Le monde politique et médiatique s'est ému, à juste titre, de la une de l'hebdomadaire Minute, mettant en cause, de façon assez scandaleuse, la ministre de la Justice actuelle. Vous condamnez, évidemment? Évidemment. Ouais. Vous savez, dans ma tradition, d'abord, j'en reçois pas mal, moi, d'assauts, de critiques, de caricatures. On dit assez de choses sur moi. Je peux comprendre et ne pas accepter que l'on caricature comme cela. Je vais vous dire, nous nous sommes battus pendant 60 heures de débat avec Mme Taubira. Mais Mme Taubira est talentueuse. Bon. Et en plus, on peut être en désaccord complet, et nous le sommes, sur ces propositions, parce qu'on n'a pas parlé de ce qui va suivre du mariage pour tous. D'ailleurs, vous voyez que l'ardeur du président de la République, maintenant, est moins forte pour aller dans ce sens. Mais alors, caricaturer de cette manière, ça n'est pas acceptable. Je suis solidaire. Je crois que Jean-François Copé l'a dit, François Fillon l'a dit. C'est pas acceptable. Voilà. C'est ça qui porte atteinte aux hommes politiques.
Ils peuvent même recevoir des coups de couteau. Hein. Vous avez vu ce qui est arrivé Absolument. à Bernard Henès et à 2 adjoints au maire que je connais parfaitement. Bernard Henès est un de mes amis dans les Bouches-du-Rhône. Il a été protégé parce qu'il avait une veste molotonnée et que les coups de couteau sont arrivés quand même. C'est dangereux aujourd'hui. Bien entendu. Parce qu'à tout moment, vous pouvez avoir contre vous quelqu'un à qui vous n'avez pas donné satisfaction sans que vous le sachiez d'ailleurs. Pensez bien qu'à Marseille, une ville avec 11 000 employés municipaux, je ne suis pas instantanément tenu au courant de tout, même si je suis maire à plein temps. Car quand je suis à Paris, je ne fais que défendre Marseille. Je vous en ai fait la démonstration. Merci à vous, Jean-Claude Gaudin, sénateur maire de Marseille. Donc, nous attendrons votre déclaration de candidature. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera Hervé Morin, président du Nouveau Centre et ancien ministre de la Défense. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens sur l'ensemble des sites de nos partenaires, La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.